dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Kabila qui a le contrôle de la situation entre nous. À votre avis? Oui, à mon avis, c'est ça. C'est Kabila qui a le contrôle de la situation, en tout cas jusque-là. Parce qu'il a toutes les institutions de la République bien, il y a peut-être quelque chose qui se cache dans votre propos. Il a légalement, je parle de FCC. Oui. Il a légalement le contrôle du Parlement. Okay. Il a jusque-là quand même un peu le contrôle. Mais il n'a pas le dernier mot. Il n'a pas le dernier mot. Jusque-là aussi, il avait quelque peu le contrôle de l'appareil judiciaire qui est en train de lui échapper. Et c'est ce qui justifie toutes les agitations qu'on a eues cette semaine autour de la démission ou non du président de la Cour constitutionnelle. Mais nous ne le cachons pas. Il a encore, en bonne partie, le contrôle de l'appareil sécuritaire. La solution, c'est Félix Tshisekedi. C'est ce qu'il veut. Véritablement divisée, la classe politique en République démocratique du Congo affiche une profonde discorde suite à la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la centrale électorale. L'UDPS et la MOCA, voire certaines structures politiques et quelques mouvements citoyens ont battu le pavé le 9 et le 13 juillet dernier pour exprimer leur désapprobation contre cette désignation. Du côté du FCC, on projette une marche après l'état d'urgence sanitaire, effectivement pour encourager les institutions de la République et exprimer bien entendu leur solidarité vis-à-vis de ces institutions. La question est celle de savoir, est-ce que les conditions d'une crise sont réunies et quelle issue pour s'en sortir? Et à cette question, bien entendu, nous allons essayer un peu de répondre avec un invité sur ce plateau. Il s'agit bien du professeur Adolphe Voto. Adolphe Voto, bonjour. Bonjour. Dites-nous d'entrée de jeu, est-ce que la classe politique en RDC aujourd'hui affiche un comportement, je dirais, décent d'entrée de jeu? Non, la classe politique congolaise a dessus les Congolais d'une manière générale. Dans la classe politique, tout tendances confondues, mais beaucoup plus ceux qui sont aux affaires. Je dis toutes tendances confondues parce que même l'opposition a sa part de responsabilité dans tout ce que nous vivons, même s'ils ne sont pas aux affaires. Donc aujourd'hui, le Congo traverse un moment très difficile. Et toutes les conditions sont réunies pour une crise. Heureusement que la Constitution n'a pas prévu ces cas de figure. C'est ça qui nous soutient encore. Et donc, la crise, elle est à tous les niveaux, au sommet de l'État, à la base, et dans des institutions, et un peu partout. Et la crise, elle est politique, la crise, elle est institutionnelle, la crise, elle est sécuritaire, la crise, elle est sociale. Et voilà la situation dans laquelle nous Effectivement, la désharmonie entre les principales institutions de la République, le gouvernement Ilunga appelle les animateurs de la coalition à une évaluation et réclame une tenue urgente d'une réunion interinstitutionnelle. À ce stade, pour quelle fin? Mais c'est ça le paradoxe. Heureusement, comme j'ai dit, que la Constitution ne prévoit pas le cas de figure d'une crise entre la présidence et le Parlement, ou une crise entre le cours et tribunaux, qui sont un autre pouvoir, et le pouvoir parlementaire. Ce n'est pas prévu par la loi. Et on se rend compte que c'était une lacune. Et c'est ça qui nous a sauvés. Parce qu'on a assisté à des crises entre, d'une part, le Parlement et les cours et tribunaux, d'autre part, entre le gouvernement et les cours et tribunaux. On a assisté à des crises, à des nuances entre le président de la République et le Parlement. Effectivement, parce que vous parlez du président de la République, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président Tshisekedi a dit, je cite, « En tant que garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions, je ne ménagerai aucun effort pour m'assurer à partir d'un dialogue interinstitutionnel régulier qu'aucune crise ne puisse perturber la stabilité du pays, si importante pour son essor. » Un discours conciliateur, à votre avis? Oui, un discours conciliateur pour raccoler les morceaux, justement, parce qu'il y a une dizaine de jours, on a frôlé la catastrophe. Vous vous rappelez la crise autour de l'interpellation du ministre Tunda, où le chef du gouvernement
ce que je n'ai pas évoqué, la crise entre le gouvernement et le président de la République. Ça, c'est un cas de figure que le constituant n'a pas prévu, mais le chef du gouvernement a pratiquement menacé le président. Si on peut lire entre les lignes, là, son communiqué, d'abord sur le plan procédural, un mépris pour le président. Le chef du gouvernement a donné des leçons au président de la République. On ne s'adresse pas à son chef, de ce quoi le président de la République par un communiqué, et un communiqué lu par qui? Par un collaborateur qui n'a pas de qualité, un conseiller qui lit un communiqué qui s'adresse au président de la République. Là, on n'a jamais vu ça. Donc, on est là en pleine crise. Je dis on est là parce que la crise n'est pas encore finie. La crise, elle est multiple. On vit dans la crise. On vit dans la crise. On ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. Donc, vous prenez le dossier Tundawa Kassende, le dossier de la CENI, le dossier sur les 3 lois, proposition de loi Sakata Minakou, et aujourd'hui, le dossier du président de la Cour constitutionnelle. Donc, on passe de crise en crise. Et dans ce contexte-là, le président de la République ne pouvait que tenir un discours réconciliateur parce qu'on allait droit au mur. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Est-ce que l'issue maintenant à cette crise, parce que vous évoquez ici que la crise existe véritablement, par quel mécanisme peut-on sortir de cette crise? Je crois la rencontre que préconise le gouvernement, c'est déjà une issue. Mais ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. On parle d'une rencontre interinstitutionnelle, oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Tout le monde sait que la crise, elle est d'abord alimentée par la source du pouvoir, qui sont les 2 alliances, qui sont les deux alliés dans l'accord FCC-CAJ. Tout justement. C'est ça la source de cette crise-là. Au fait, la crise au niveau institutionnel n'est que la fâche émergée de l'iceberg. C'est un épiphénomène. Le vrai problème, la vraie crise, c'est entre le FCC et le CAJ. L'envers de la médaille. Voilà, c'est entre le FCC et le CAJ. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut commencer. Et on peut régler des problèmes au niveau des institutions. Mais une certaine opinion, je vous remets la parole, une certaine opinion pense que le chef de l'État semble être enfermé, bloqué, voire même embobiné par cette coalition FCC-CAJ. Mais il n'y a que lui qui doit le savoir. Depuis que le chef de l'État est là depuis bientôt 2 ans, mais c'est tout le monde qui lui demande de prendre distance avec Joseph Kabila. C'est les institutions internationales, la communauté internationale d'une manière générale, l'Union européenne, surtout les États-Unis. Et ils lui ont dit à plusieurs reprises, la diaspora congolaise, l'UDPS, la base de l'UDPS, l'opposition, l'AMOUKA, et la société civile, c'est tout le monde qui estime que cette alliance-là ne va l'amener nulle part et par conséquent, ça va nuire au pays. Vous avez parlé ici de l'opposition à la MOUCA. D'aucuns pensent que les récentes marches avaient aussi pour objectif d'amener le chef de l'État à prendre en compte d'autres forces politiques, notamment la MOUCA. Non, l'objectif premier de la marche... C'est-à-dire que si on peut envisager un dialogue, une concertation, peu importe le terme, il faudra aussi prendre en compte cette frange de l'opposition. Ça, c'est la leçon à tirer de la marche. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la marche. La marche, l'objectif, c'était de dire non à la désignation cavalière d'un président de la CENI et pour contrer les 3 propositions de loi. C'était ça l'objectif de la marche. Et ça, c'est des objectifs assez clairs et valables. Maintenant, la mobilisation qui s'en est suivie, on peut en tirer des conséquences politiques, ça c'est certain. Et pareille rencontre, si peut-être il y a dialogue, cela se limiterait seulement à la coalition FCC-CAJ, ou bien il faudra aussi prendre en compte la MOUCA? Moi, je donne mon point de vue personnel. Allez-y. Je crois que le gouvernement qui est là, le pouvoir qui est là, le président qui est là, quelle que soit la manière dont les uns et les autres sont arrivés, que ce soit le président, que ce soit le Parlement, ils sont là. Et bientôt, ces 2 ans, je crois qu'ils doivent s'assumer. Ça, c'est mon point de vue. Et les chefs de l'État ne peuvent que s'affranchir de cette coalition en organisant, en tenant un dialogue. Je ne sais pas. Ça, c'est à lui d'apprécier. Je souhaite que s'il y a dialogue, ça se passe au niveau de la coalition. Si la coalition ne peut pas tenir, qu'ils en tirent les conséquences et qu'ils se séparent. Mais ce sont eux qui sont aux affaires.
Ils doivent s'assumer, tirer les conséquences et s'assumer. Les langues, c'est délit du côté du FCC. On accuse le chef de l'État de mettre en œuvre, d'exécuter les plans de Genève. À votre avis, c'est ça la réalité? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent plan de Genève. Le plan de Genève, c'était pas ça. Encercler Joseph Kabila. Non. Mais dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Kabila qui a le contrôle de la situation entre nous. À votre avis? Mais à mon avis, c'est ça. C'est Kabila qui a le contrôle de la situation, en tout cas jusque-là. Parce qu'il a toutes les institutions de la République bien. Il y a peut-être quelque chose qui se cache dans votre propos. Il a légalement, je parle de FCC, oui. Il a légalement le contrôle du Parlement. Okay. Il a jusque-là quand même un peu le contrôle. Mais il n'a pas le dernier mot. Il n'a pas le dernier mot. Mais il est dans la bonne posture. Je veux dire il n'assume pas. Qu'il est puissant. Maintenant là. Je ne parle pas en termes de puissance, je parle en termes de contrôle. Il contrôle la situation parce que, d'abord, quand ça va mal, ce n'est pas lui qui assume. Il n'est pour rien, il ne va pas rendre compte. C'est le président de la République qui va rendre compte. Mais par contre, il contrôle la situation, il manipule, il peut manœuvrer, il peut manœuvrer les choses à travers le Parlement. Et vous avez vu, jusque-là aussi, il avait quelque peu le contrôle de l'appareil judiciaire qui est en train de lui échapper. Et c'est qui justifie toutes les agitations qu'on a eues cette semaine autour de la démission ou non du président de la Cour constitutionnelle. Mais nous ne le cachons pas. Il a encore en bonne partie le contrôle de l'appareil sécuritaire. Est-ce que s'il y a dialogue ou encore discussion directe ou encore concertation, cela ne serait pas une remise en question, Adolphe Voto, à votre avis? Mais c'est pourquoi je dis je ne souhaite pas que ce soit un dialogue au niveau national. Moi, je ne le souhaite pas. Parce que ça semble être favorable pour éviter la catastrophe. C'est remettre en question notre démocratie. Même si les gens ont été mal élus. Mais on doit respecter le cycle. On doit respecter, les gens doivent s'assumer. Et cette population qui est témoin de ce qui s'est passé, ces élections cavalières que tu as organisées par Nanga, la population va en tirer les conséquences. Que ceux qui sont en dehors des affaires prennent leur mal à patience dans 3 ans, pourvu que les élections soient organisées dans les délais, et dans 3 ans, c'est à leur avantage que le peuple voit. Parce que là où nous allons, je ne vois pas comment cette coalition va s'en sortir. Et il ne faut pas que l'opposition soit naïve. Ils ont fait 2 ans et ils vont vous amener à un dialogue. On va partager, bien sûr, si c'est ça l'intention, on va partager les responsabilités, mais par conséquent, en 2003, on va partager les responsabilités aussi. Je signale que nous recevons pour vous, madame, messieurs, pour le compte de cette émission Face à la réalité, Adolphe Voto, qui est professeur d'université, avec nous parlons de cette situation politique en RDC, avec toutes ces conditions d'une crise qui semble être réunie, et on se pose la question, que faut-il faire pour sortir de cette crise? Est-ce que c'est le dialogue qui peut être la voie appropriée pour la sortie des crises? Professeur Voto, quels peuvent être les termes des références si ces dialogues-là auraient à avoir lieu? Mais je ne sais pas pourquoi les gens crient au dialogue aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, Martin Fayot. On constate qu'au niveau de la coalition FCC Cash, la discorde est tellement visible, on ne s'entend pas et les faits sont tellement légion. Le chef de l'État, pour une certaine opinion, semble se plaindre au lieu de taper du poing sur la table pour décider définitivement sur la marche à suivre pour solutionner les problèmes primordiaux du peuple congolais. Parce que, à vue d'œil, nous avons comme l'impression que le peuple d'abord, dont on a chanté pendant la campagne, et on semble continuer à utilisé dans les différentes allocutions, semble être mis de côté pour privilégier les intérêts des partis politiques. Je ne sais pas si la solution à cette situation d'aujourd'hui, c'est le dialogue. C'est quoi votre avis? Moi, depuis le début, je dis ceci. La solution, c'est Félix Tshisekedi. C'est ce qu'il veut. Félix Tshisekedi est de bonne foi, ça se voit apparemment, mais ça ne suffit pas. Il a en face de lui toute une machine de machination, pour me répéter, et il doit être conséquent. Soit il veut jouer le rôle qu'on soupçonne qui est le sien. Vous savez, c'est Félix Tshisekedi qui a dit en 2018 que le plan de Kabila, c'est de se trouver quelqu'un qui lui garderait le fauteuil jusqu'à 2023. Malheureusement, c'est lui qui vient jouer qui pourrait jouer ce rôle-là, s'il ne soit décidé. À vue d'œil. Ou alors, il s'assume
et il doit s'affranchir de Joseph Kabila. Le problème, c'est celui-là. Toutes les agitations que vous voyez, c'est à une seule explication, c'est le retour de Joseph Kabila aux affaires. Sur la scène politique. Voilà. C'est pour ça qu'on veut manipuler la CENI, c'est pour ça qu'on veut avoir le contrôle de la Cour constitutionnelle, et ainsi de suite. Déjà qu'ils sont confortables au niveau du Parlement. Donc, j'ai dit depuis le début que si Tshisekedi veut s'affranchir de Kabila, la solution, elle est simple. La solution, ça s'appelle Modeste Bahati. C'est-à-dire? Depuis le début, Modeste Bahati, sur le plan de droit, a un nombre de députés qui peuvent remettre en question cette majorité artificielle. Rappelez-vous, pour que cette majorité soit... Mais attendez, lorsque vous dites ça, c'est en quelque sorte en perspective d'un remaniement du gouvernement. Et les inquiétudes naissent dans le chef des membres du gouvernement. Je ne parle pas de remaniement. Je parle de quelque chose de plus profond que ça. Je parle de la remise de la majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire qui n'a jamais été constatée. Quand Tshisekedi dit, rentrons... Il y a 16 mois, 18 mois, quand Tshisekedi, je crois que c'était à Windhoek ou je ne sais plus, en Afrique australe, il a promis que dès que je rentre au pays, je nomme un informateur pour constater la majorité parlementaire. C'est ça la procédure constitutionnelle. Ça a été escamoté. Et on lui a fait admettre une majorité qui n'a jamais été constatée. Et le FCC a toujours pesé pour que Bahati ne puisse pas jouir de ses élus. Le FCC, je veux dire. Donc aujourd'hui, au lieu de chercher quatre chemins, si les députés de Bahati lui sont reconnus, parce que Bahati dit aujourd'hui... Bahati que l'on qualifie d'un éternel insatisfait du côté du FCC. Je termine mon raisonnement. Allez-y. Bahati dit aujourd'hui qu'il est de la majorité parlementaire, mais il n'est pas du FCC. Par conséquent, si les députés de AFDC, parce que le dossier est à la justice, lui sont reconnus, donc si vous prenez l'AFDC, vous prenez le cash, vous prenez l'AMUCA, et vous prenez tous ceux qui courent derrière le FCC pour des postes, cette majorité tombe. Il ne restera que le PPRD avec quelques satellites. C'est ça la solution. À ce moment-là, on ne va pas à de nouvelles élections anticipées. À ce moment-là, il y a une nouvelle majorité parlementaire qui est constituée. On réforme un gouvernement. On réforme le gouvernement et on va jusqu'à la fin du mandat. La solution, elle est simple, c'est celle-là. Vous savez ce que ça coûte que d'aller à un dialogue? Ça veut dire qu'il faut, je ne sais pas, si on va dissoudre le Parlement. Si on doit dissoudre le Parlement, si on doit dissoudre le gouvernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut payer 6 mois de salaire à tous les parlementaires. C'est de leur droit. 600 parlementaires, bon, 500 députés, il faut leur payer les indemnités de sortie. Il faut payer les indemnités de sortie à la soixantaine, je ne sais pas, soixantaine de ministres qui sont là, avec les membres de... Vous savez ce que ça coûte? Mais c'est tout le budget, on n'a pas cet argent. Parce que ce n'est pas de leur fait. Ils sont au gouvernement. Et vous leur demandez... Pendant ce temps, le peuple. Non. Non, c'est une solution que je n'envisage pas. C'est pas une solution du tout. Ils sont enregistrés dans des calculs politiques et le peuple... mais je ne sais pas pourquoi les gens parlent de dialogue. Pourquoi les gens parlent de dialogue? Ou Tshisekedi est conséquent, il y va avec Bahati, et c'est la solution c'est le conseil que je lui donne. Il y va avec Bahati, il met en mal, on n'a pas besoin de dissoudre le Parlement, il met en mal cette majorité de fait. Dans cette démarche-là, vous motivez ceux qui sont animés de la part du gain. Apparemment, c'est plus le partage du gâteau qui intéresse le politique congolais. Non, c'est pas le partage du gâteau. Alors c'est quoi? Non, c'est le gouvernement qui va tomber, c'est tout. Parce que de toutes les façons, tout le monde sait que cette majorité-là n'a jamais été constatée. On applique les normes, on applique la Constitution, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Et on n'a pas à déstabiliser l'État. C'est tout. C'est ça la voie de sortie. Et non être obligé, le gouvernement, obliger l'État à payer 6 mois de salaire à au moins 2000 personnes. C'est énorme, franchement. Le président Tshisekedi à Brazzaville pour une visite de travail, rien à foutre de cette entrevue. Mais d'après certaines indiscrétions, le chef de l'État serait à la quête d'un arbitre ou encore un médiateur pour un probable dialogue. À votre avis, vous pensez que ça peut être aussi ça la réalité? C'est possible, je ne sais pas. Quand vous dites, on n'est pas témoin de ça, c'est possible, mais je crois qu'il y a beaucoup de raisons pour voir ça aujourd'hui. On a parlé officiellement du trafic entre Congo-Brazzaville et Kinshasa, mais je crois que ça ne mérite pas que le président se déplace pour autant. Mais il y a le problème sécuritaire qui se pose au Congo, ça, on doit se le dire. Pour lequel on ne marche pas.
les problèmes sécuritaires. Le Congo, aujourd'hui, beaucoup de frontières sont occupées par beaucoup de pays voisins. Plus de la moitié sont sur notre territoire. Et je crois que la diplomatie peut jouer aussi. Et Sassou Nguesso, en tant qu'aîné de chef d'État, de beaucoup de chefs d'État dans la région, peut intervenir pour quelque chose. Ça c'est évident. Et ceci met en péril déjà l'organisation des élections en 2023, avec les conséquences de la Covid-19 sur l'économie. Ça devient utopique. Ce n'est pas un alibi. La Covid ne peut pas empêcher l'organisation des élections. Nous sommes en 2020. Envisager déjà que 2023 sera repoussé. Il ne faut pas jouer le jeu de quelques discours. C'est qui n'a jamais dirigé. Vous pensez que le 2 ans ici, il y a certaines opinions qui pensent que ces 2 ans ici devaient être de 2 ans d'essai et on va peut-être l'évaluer à partir de la 3e année. Partagez-vous cet avis? Non, mais le mandat c'est 5 ans, c'est pas 2 ans d'essai. On ne vient pas aux affaires pour apprendre. Lorsqu'on a l'ambition de venir aux affaires, c'est qu'on sait qu'on est capable de le faire. Voilà. Il ne faut pas donner l'impression qu'on vient aux affaires, malheureusement, ça donne cette impression-là qu'on vient aux affaires pour apprendre. Donc, c'est pas un alibi, le coronavirus, c'est pas un alibi. On ne va pas changer la constitution à cause du coronavirus, c'est pas une excuse. Je sais qu'il y a déjà des gens qui insinuent au niveau de l'UDPS que non, on va glisser et tout, mais c'est l'avenir de Tshisekedi lui-même. Je crois que Tshisekedi, aujourd'hui, doit se positionner dans la posture d'un réformateur. Avec son discours comment il dit ça, l'état de droit. Je crois que le problème, si sur le plan économique, il ne peut pas relancer l'économique, ce n'est pas évident. S'il ne peut pas faire le social aujourd'hui, au moins avec l'état de droit, qu'il mette comme cheval de bataille, comme objectif de son mandat, des réformes. Des réformes sur le plan judiciaire, des réformes sur le plan institutionnel, pour permettre au pays de décoller finalement. S'il ne fait pas ça, je crois que je ne sais pas à quoi il va consacrer son mandat, ça sera très difficile. C'est pourquoi il doit prendre des décisions courageuses. Des décisions courageuses. La question de la CENI, la question de proposition de loi, la question de la Cour constitutionnelle, qui ne sont que du mensonge cousu de fil blanc, où on voit le FCC en train de manœuvrer pour revenir aux affaires en 2023, sans s'attaquer au FCC, il peut, de par sa posture en tant que garant des institutions, pour pousser à des réformes institutionnelles qui permettent que le pays puisse fonctionner normalement. Et pendant ce temps, le revenu reste faible, le chômage élevé et les conditions de vie, notamment chez le plus défavorisé, toujours aussi précaires, mais les politiques se livrent à une bataille sans merci pour la conquête du pouvoir pour les uns et la reconquête du pouvoir pour les autres. On se moque du peuple, apparemment? Non, on ne se bat pour la conquête du pouvoir parce qu'il y a des gens qui sont au pouvoir. La marche de la Moukaïa, ce n'est pas pour conquérir le pouvoir, non. C'est pour dire non au dysfonctionnement qu'il y a dans les institutions. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous souffrons tous, les sociales est très difficile, mais il n'y a pas de solution. J'entends les gens dire pourquoi l'UDPS marche, pourquoi la Mouka marche, il ne marche jamais pour le pain. Non. Le pain n'est qu'une conséquence de la politique. Et la responsabilité de marcher pour la hausse du carburant, la hausse du prix du carburant, pour marcher, pour revendiquer le prix du pain, ça ne revient pas à l'UDPS ou à la Mouka, au parti politique d'une manière générale. C'est la responsabilité de la société civile. Les partis politiques ont comme mission de concourir le pouvoir et de l'exercer. Aujourd'hui, l'UDPS a conquis le pouvoir, il lui revient de l'exercer. Et la Mouka, c'est 2020. Pour conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, le rôle des partis politiques, ce n'est pas marcher pour réclamer le pain. C'est le rôle de la société civile à travers différentes structures. C'est que le rôle que la société civile ne joue pas. C'est que la société civile, d'une manière générale, s'est transformée à des partis politiques qui ne disent pas leur nom. Chacun a ses affiliations, malheureusement. Léon Kingo-Adondo appelle la classe dirigeante à résoudre d'abord le problème de la pauvreté et de la misère du peuple avant de parler de la démocratie. Partagez-vous cet avis? Kingo-Adondo a droit au respect, compte tenu de ce qu'il a fait pour ce pays ou qu'il n'a pas fait pour ce pays. Et compte tenu de son âge, mais je crois qu'il est mal placé pour donner ce genre de conseils. Je suis très malaisé pour répondre à cette question parce que c'est vrai, notre patriarche Kengo a servi dans ce pays, comme on l'a dit, il
C'est lui seul qui a été au pouvoir législatif, au pouvoir judiciaire et au pouvoir exécutif. Il a été Premier ministre, il a été procureur général, il a été président du Sénat. Il a démérité, hein? Je ne le dis pas, mais je crois qu'il n'a pas donné le mieux que le Congo attendait de lui. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, moi je voudrais bien, mais comment on va parler social aujourd'hui? On va parler social avec quel budget? Inimaginable. Le gouvernement ne sait même pas payer les fonctionnaires. Pour la première fois, ce mois-ci, on a payé les fonctionnaires d'une manière générale autour du 10, après le 10. Ça n'est jamais arrivé. Donc je suppose que la caisse de l'État est en souffrance. Et il ne faut pas être de finance pour comprendre ça. Les taxes, l'économie n'a pas fonctionné, les entreprises n'ont pas fonctionné, qui devaient payer les taxes. Et comme notre économie est extravertie, les mines, ça n'a pas fonctionné. Donc parler du social aujourd'hui, c'est mentir aux Congolais. Il faut résoudre le problème à la base. Donc il faut que le gouvernement ait le courage, il faut le peuple ait le courage de dire aux Congolais, chers amis, serrons les ceintures, les temps sont difficiles, ça sera encore plus difficile. C'est ça la vérité. Je ne suis pas du gouvernement, mais je ne vois pas comment ça va se passer. Et donc, on doit se retourner, si on a fait quelque chose, se retourner vers des réformes courageuses pour que demain on puisse décoller. À présent, notre rubrique Face à la plume, nous avons reçu les questions d'un confrère qui les a adressées, bien entendu, au professeur Adolphe Vaudre ici sur le plateau. C'est tout de suite là. Professeur, bonjour. C'est votre étudiant Christian Yamabukabeya que vous avez formé à l'IFASIC. Et c'est un grand plaisir lorsque je vous pose ces questions, juste en étant rassuré que vous êtes aux côtés de mon ami et confrère, j'espère, Labunda. Alors, la première question, j'aimerais savoir, aujourd'hui, il y a plus ou moins 2 ans qui nous séparent des élections de 2023, mais déjà certaines bouches parlent du dialogue. Entre autres, on raconte du fait que Jean-Pierre Bemba aurait marché. Il se suppose que tout le monde rêve maintenant de se retrouver pour partager les gâteaux. Alors, quelle est votre réaction? Ma deuxième question, c'est celle de savoir aujourd'hui là, la désignation ou l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, l'église du Christ au Congo, qui est en collaboration avec l'église catholique, ont rejeté cela, bien que l'église des réveils du Congo qui dirige le pasteur Soli Kafuta lui-même estime que c'est le tribalisme causé par les 2 prédécesseurs, c'est-à-dire Monseigneur Fridolin Ambongo et le révérend de l'ECC. Ce sont eux qui ont décidé de ne pas admettre un candidat Luba à la tête de la CENI. Est-ce qu'une façon de faire le tribalisme ou encore on veut la chose et son contraire? Alors pour terminer, monsieur le professeur, j'aimerais savoir votre commentaire par rapport à la coalition FCC Cash, parce que aujourd'hui là le chef de l'État tient à ce que la coalition puisse exister, mais visiblement lors de la marche de Lamuka, nous avons entendu les amis de Lamuka chanter tout en témoignant leur amour aux côtés du président Félix, plutôt qui ne veulent pas la coalition FCC. Votre réaction? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci infiniment à notre confrère Christian Nyamabou pour cette intervention. Professeur, vous pouvez répondre? Oui, la désignation de Ronsard Malonda, je crois que depuis c'est l'enterrement cavalier de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale, jusqu'à ce jour, je crois que beaucoup de choses ont évolué. Il y a eu 2 marches, d'abord 2 marches de l'UDPS et de l'AMUCA, qui ont démontré que la population n'en voulait pas. Je suis content de savoir que le FCC a annulé sa marche et je sais qu'ils ne vont pas marcher. Donc je sais ils ont projeté je sais que le FCC a en difficulté à voir la marée humaine qui s'est déferlée spontanément dans la rue avec la marche de l'UDPS et surtout avec la marche de l'AMUCA. Parce qu'on sait qu'ils sont majoritaires au Parlement. Non, oui, ils sont majoritaires. En principe, ils devaient être majoritaires aussi. Ils devaient être majoritaires aussi dans la rue.
Or, c'est ça. Attendant après l'état d'urgence Voilà, sanitaire. c'est ce qui démontre que non, la FCC est en difficulté. On sait comment ils ont fonctionné. Les marches, ils mobilisent les gens à coup d'argent, ils mobilisent tous les catcheurs, les karatékas de la ville et tous les koulouna, ainsi de suite. On sait comment ça fonctionne à coup d'argent. Et aujourd'hui, ça va fonctionner difficilement. Donc, nous sommes curieux de voir comment cette marche va se passer et comparativement aux marches des autres. Donc, la marche, c'est une expression démocratique. Et je crois que les autorités, à tous les niveaux, devaient tirer conséquence de cette marche-là. Ça, c'est de un. De deux, cette histoire de Rossa Malonda, c'est un mensonge cousu de fil blanc. Bon, si on dit que, d'abord, on dit que Rossa, au début, c'est les candidats de Kimbanguistes. Aujourd'hui, les Kimbanguistes ont régné Malonda. Plus encore, il y a l'église orthodoxe qui a changé son délégué. Donc aujourd'hui, on a l'église catholique, l'ECC, l'église kimbanguiste et l'église orthodoxe qui ne sont plus dans cette démarche de Malonda. Il reste les 4 autres confessions religieuses qui, sur le plan démographique, représentent peut-être que, j'estime peut-être que moins de 20%. Attention, les églises d'Hervé sont partout. Partout, hein. Non, et encore, si. Parce que ici, c'est pas. Quand on a désigné les confessions religieuses, c'était pour qu'ils puissent nous amener les crédits. Moi, mon point de vue, c'est que les gens disent Malonda, il est jeune, il faut lui donner sa chance. Non, c'est pas un critère. Et vous répondez directement à la deuxième question, par rapport à... Parce que les deux questions sont mêlées. Oui. Mon point de vue, c'est qu'on n'a pas besoin d'un expert à la tête de la CENI. On a besoin des experts à la CENI. Mais rappelez-vous, pourquoi on a confié cette mission-là aux confessions religieuses? Rappelons-nous de Sun City. C'était pour mettre les gens ensemble. On a besoin de quelqu'un qui peut amener une caution morale. C'est pas qu'on a... À ce jour, les confessions religieuses divisent. Oui, mais c'est pas... Et je salue l'église catholique qui a dit déjà à l'époque, le poste ne doit pas revenir à un clergé, pas à un pasteur ou à un prêtre, mais à quelqu'un, un membre de l'église qui bénéficie du crédit. On a besoin du crédit, si on est sincère. Mais pourquoi l'FCC s'agite? L'FCC dit, on n'en a rien. Mais pourquoi ils s'agitent? Pourquoi ils soutiennent Malonda? Pourquoi ils ont envoyé tous les plateaux de télévision pour expliquer? Et j'en viens à la question du tribalisme. Je déplore ce qui s'est passé. Je m'en veux, autant que je m'en veux à Monseigneur Bokondo et à Monseigneur Ambongo, qui n'ont pas vu la manipulation venir, qui n'ont pas été conséquents. Autant que je m'en veux à l'UDPS. Ils se sont fait rouler, hein? Ils se sont fait rouler. Autant que je m'en vais à l'UDPS et à la Mouka, qui n'étaient pas alertes, qui ont naïvement fait confiance au clergé. Alors que tout le monde dit aujourd'hui, Malonda c'est un candidat du FCC. C'est tel le cas. Mais les candidats sur qui l'UDPS et la Mouka comptaient, c'est qui? Même si ce n'est pas eux qui désignent. Mais au moins ils devaient suivre. Ils n'ont pas suivi. Et comme partout ailleurs, dans tous les rendez-vous, l'opposition est attentiste, l'opposition subit, et le FCC dévance. Le FCC, qu'on les aime, qu'on les aime pas, ils sont sérieux. Vous reprochez quoi à l'opposition actuelle? Non, ils n'ont pas suivi le dossier. Ils n'ont pas été alertes. Comment on peut aller désigner, d'abord la procédure, elle est biaisée. On n'allait pas désigner le président de la CENI, on désigne les membres de la CENI. Et nous allons au 4e cycle électoral. On n'a jamais désigné un seul président de la CENI solitaire. Ce sont les animateurs de la CENI. On désigne les animateurs de la CENI, mais pourquoi le FCC, à travers l'Assemblée nationale, s'est précipité à entériner la désignation de Malonda? Pourquoi ne pas attendre les autres membres de la CENI? Vous voyez, c'est la précipitation, la manière dont cela a été fait. C'est vrai qu'ils ont créé une diversion. Ils nous ont fait brandir cette histoire de proposition de loi et tout le monde s'est focalisé sur la proposition de loi. Le matin, ils retirent les lois et le soir, ils abattent leurs cartes sans... Il y avait aujourd'hui, Japon, je salue la démarche de la société civile. J'ai appris que Christopher Ngoï va saisir les cours des tribunaux pour examiner les cas de Malonda. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là, à moins qu'on veuille forcer les choses. Donc, je crois que les uns et les autres parlent de tribalisme, mais je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Tout le monde condamne le tribalisme. Si les pères de l'Église ont commis des erreurs... que nous devons tous combattre. Hein. Ouais, si les pères de l'Église ont commis des erreurs, je crois qu'il n'est pas tard pour rectifier. Mais ce n'est pas une raison pour dire
Ce sont eux qui ont commis des erreurs, on doit aller dans ce sens. Non. Mais aussi à ceux qui disent, ceux qui montrent de nouveaux critères. Dire que Malonda, il est jeune, il faut lui laisser sa chance. Malonda, il est de Bas-Congo, les Bas-Congo n'est pas représenté. Mais ce n'est pas un critère. Ça, c'est encore du tribalisme. Cette histoire du Bas-Congo, c'est quoi? Et je salue l'église Kimbanguiste, qui est une église très enracinée au Bas-Congo, qui disent non, le pays d'abord. Et qui ont fait remplacer leurs délégués qui auraient été manipulés. Donc je crois que cette affaire-là, aujourd'hui, ça ne passerait pas. La balkanisation, et irons-nous toujours de transition en transition? De transition en transition, d'abord, je dis ici que pour moi, ça ne vaut pas la peine d'aller dans une nouvelle transition. Absolument. Tout dépend de Tshisekedi de ce qu'il veut. Est-ce qu'il trouve son compte dans une transition? Mais je crois qu'il a une réponse. Je suggérais, la réponse s'appelle Bahati. Qu'on remette les députés de Bahati à l'AFDC. Et avec l'AFDC, la Mouka et le CACH, on constitue une nouvelle majorité. Et ça, on n'a pas besoin de dissoudre le Parlement. On n'a pas besoin d'aller aux élections. On respecte le cycle, on va jusqu'à 2023. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Parce que tout le monde sait que ces députés-là sont les députés de l'AFDC. Qu'on dise le droit et qu'on remette Bahati dans son droit. Et que Bahati, comme il se dit qu'il est de la majorité, moi j'ai déjà parlé à Bahati, il ne sera jamais de l'opposition, il est toujours de la majorité, il restera de la majorité, mais en dehors du FCC. Et on reconstitue une nouvelle majorité. Et le président va désigner un informateur qui va constater que cette majorité dont se réclame le FCC n'existe pas. Alors, la balkanisation, ça c'est une grande question qui nous taraude. Moi, j'étais content de suivre un document d'une dame, une Rwandaise, qui aujourd'hui reconnaît que, ça c'est son discours, que Kagame a été utilisé, Kagame a été manipulé par des puissances occidentales, et que s'il y a un tribunal international pour le Congo, Kagame pouvait être invité comme témoin parce qu'il en sait beaucoup. J'ai salué ce courage de cette Rwandaise qui l'a dit, et je crois qu'il nous revient à nous, les Congolais, de nous battre. C'est pourquoi, autant que nous nous battons ici pour le pouvoir, pour le social, n'oublions pas qu'on est menacé. On est menacé. On est menacé de toutes parts. On est menacé par ceux qui ne jugent que par la balkanisation de ce pays. C'est pourquoi les uns et les autres, lorsque nous nous battons, regardons à côté. On risque de tout rater, on risque de nous ravir ce pays. Et le pouvoir qu'on cherche, on va l'exercer où? Sur des portions de ce pays. Je crois que c'est pourquoi les gens doivent d'abord voir le Congo. Voir le Congo avant de voir toute autre chose. Et je crois, ça je le dis ici, les gens doivent savoir que les plans ici, tout ce qui fait agiter le FCC, c'est le retour de Kabila. Et les Congolais savent que si Kabila rentre aujourd'hui, ça ne sera pas pour 5 ans. Kabila a 50 ans. Ça ne sera pas pour... Regardez ce qui se passe cette année au Rwanda. Ça sera pour une présidence à vie. Ceux qui sont au FCC et qui sont de soutenir Kabila doivent le savoir. Ils doivent savoir qu'ils sont en train de se battre pour que Kabila revienne pour être président à vie dans ces pays. Et pour quel résultat? Pour faire quoi? Qu'il n'a pas fait pendant 20 ans. Merci Adolphe Voto. C'est moi qui vous remercie. Entre réflexes bureaucratiques, ambition personnelle, repli identitaire et culte du veau d'or, la classe politique congolaise exploite sans vergogne la jeunesse de mon pays. J'insiste bien, cette jeunesse qui continue aujourd'hui à servir de vache à lait, on se pose la question, continuera toujours à agir de la sorte? Face à la réalité, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Nous avons reçu ici sur ce plateau le professeur Adolphe Voto, avec qui nous allons échanger sur les conditions d'une crise interinstitutionnelle qui serait réunie et quelle issue pour s'en sortir. Professeur Voto, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Votre mot par rapport à cette émission Face à la réalité. J'aime ce pays, j'aime le Congo et je voudrais nous appeler les uns les autres, quels que soient nos provinces, quels que soient nos partis politiques, à privilégier l'intérêt du Congo. Nous avons un pays extraordinaire, nous avons la chance d'être Congolais. Ce n'est pas une fatalité que d'être Congolais, c'est plutôt une chance extraordinaire d'être dans ce beau pays. Ce pays a tout, sauf que nous, on ne sait pas le garder, on ne sait pas le valoriser et je crois que nous devons y travailler.
Nous devons travailler pour l'émergence du Congo, pour le développement de ces pays. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Restez branchés chez vous. À très vite.